Madame, monsieur, bonsoir. Merci à nouveau d'être nombreux à regarder ce programme. Nous allons parler de chiffres ce soir. Beaucoup de chiffres dans le cadre de décryptage de la loi de finances. Vous le savez donc, elle est en examen à l'Assemblée nationale. On note l'introduction de nouvelles taxes sur les télécommunications, notamment la friperie, les ordures ménagères et l'automobile. L'enveloppe de 4 805,5 milliards de francs CFA sera donc prioritairement dédiée aux problèmes de sécurité, de chômage des jeunes et les grands projets structurants. Le dit budget connaît une hausse modérée de 161 milliards de francs CFA, soit plus 3,4% par rapport à la loi de finances rectificative de juin dernier. Ce budget va enregistrer un déficit de 482,6 milliards de francs CFA, soit 2,2% du produit intérieur brut de 2019, tel qu'anticipé par le FMI, conformément avec l'accord conclu avec l'Organisation de Bretton Woods en 2017. Le Cameroun devrait donc ramener son déficit budgétaire à 2% du PIB en 2019 contre moins 2,3% en 2018. Le déficit courant, quant à lui, connaîtra une légère hausse à 2,9% l'année prochaine. Il était estimé à 2,5% en 2018. Les recettes fiscales progressent, elles, de plus de 187 milliards pour se situer à 2899,5 milliards. La pression fiscale demeure stable malgré tout à 13,2% du PIB. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement table sur un taux de croissance de 4,4% en 2019 contre 3,8% cette année. Ces perspectives sont exposées à des risques considérables liés à la montée de l'incertitude à l'échelle mondiale, à un ajustement insuffisant au niveau régional et à l'insécurité persistante dans les régions anglophones, prévient le FMI. Vous l'avez donc compris, tous ces chiffres-là, on devra les décrypter pour qu'on puisse en comprendre l'impact, notamment, peut-être si possible, dans le panier de la ménagère, mais sur l'économie nationale. Comprendre donc la loi de finances 2019, à quoi doit-on s'attendre? C'est l'unique thème de ce soir et on va en débattre avec 4 spécialistes des questions économiques. Jean-Marie Biada va nous rejoindre d'un moment à l'autre, mais déjà sur le plateau, nous avons Martin Obazing. Bonsoir. Bonsoir. Très content d'être là. J'espère pouvoir donner le meilleur de moi-même pour essayer d'éclairer les téléspectateurs. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Il fallait vous dire bonne année, parce que ça date quand même de la dernière fois qu'on ne s'est pas vu. On s'est pas vu sur ce plateau. On dit comme bon Dieu, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être là. Je vous remercie particulièrement d'être là, parce que cette affaire de budget, quand on en parle souvent dans une confusion totale, au point que quand on a fini de parler, les gens qui nous écoutent n'ont rien retenu. C'est à peine si nous-mêmes, entre le début et la fin, on ne se contredit pas. Donc, j'espère que là, ce soir, on va déblayer le terrain et dénouer les petites choses qui sont cachées derrière le budget. C'est tout le mal que je nous souhaite, parce que moi j'ai vu lire ces chiffres dans une littérature exemplaire pour dire que moi je n'y comprends pas grand-chose. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, Dimitri. Merci à nouveau de nous prêter votre expertise. Merci de m'avoir invité. Bonsoir à vous, tous ces millions de téléspectateurs. Je le redis, Jean-Marie Biada sera là d'un moment à l'autre. Derrière la transition, on rentre donc dans le décryptage de la loi de finances 2019. Alors, on va peut-être commencer par des choses simples. D'abord, c'est quoi la loi de finances? Comment elle est structurée? Quels sont les différents compartiments? À quoi servent-ils? Dans quelques mots, que peut-on expliquer de façon simpliste à nos téléspectateurs dès l'entame de cette émission? Très bien, en français, facile. Comme son nom l'indique, c'est une loi. Donc, c'est un texte voté par le Parlement. Je dis Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, qui encadre les dépenses et les recettes de l'État du Cameroun au cours d'une période budgétaire qu'on appelle l'année fiscale. C'est-à-dire, au Cameroun, ça part du 1er janvier, je crois, au 31 décembre. Donc, c'est la loi qui autorise
les dépenses et les recettes. Pour parler en français facile. Mais elle est d'une très grande importance dans notre pays parce qu'elle conditionne en fait le fonctionnement du jeu des acteurs économiques et financiers dans le pays et même elle régule les décisions d'ordre politique, social, culturel, sportif dans la mesure où l'État lui-même est un agent économique, un agent financier et ça peut être un effet d'entraînement. Donc une loi dans son esprit, et j'aime d'ailleurs la manière dont vous abordez cette question parce que plusieurs experts soit réduisent le débat sur la loi sur la politique fiscale et n'abordent pas la question de la politique budgétaire. Donc cette loi-là, ce budget en tant qu'instrument de politique économique et de politique budgétaire, voilà un peu l'aspect qui m'intéresse. Donc c'est un document d'une extrême importance d'abord parce que c'est ça qui donne les moyens à l'État pour fonctionner et remplir les fonctions régaliennes. Alors on va aborder les aspects parce que le langage évolue. Alors on disait, on parlait de contribuables, mais la politique moderne, enfin le langage moderne voudrait qu'on parle des assujettis puisque c'est une loi et pour comme nous la connaissons, tout le monde est soumis à cette loi. Alors du coup, M. Bonjour, on va peut-être rentrer progressivement dans le fond de la question. La loi de 2019, elle est toujours en augmentation cette loi. Je veux comprendre également ça. Le budget n'est jamais déficitaire. Je veux dire qu'à la fin de chaque... Celui-ci est déficitaire. Mais je profite de la claire intervention d'Hervé pour préciser deux petites choses. Il a dit la loi autorise les dépenses et les recettes de l'État. Les dépenses sont un objet de mobilisation parce qu'en général, quand on a dit qu'on va construire une école dans mon village, je commence à mobiliser mes frères du village pour leur dire l'État nous a promis une école, il faut qu'elle soit réalisée. Donc c'est pratiquement des choses certaines à réaliser. Et de l'autre côté, on a des recettes qui sont des choses aléatoires. On fixe des objectifs et derrière, il faut que les citoyens qui doivent apporter ces contributions-là se mobilisent de la même manière qu'ils se mobilisent pour les dépenses, et souvent ce n'est pas le cas. Et de l'autre côté, il faut que l'État ait un dispositif qui lui permette de récupérer tout l'impôt que le Parlement l'a autorisé à récupérer. Et souvent là aussi, il y a des défaillances. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de déficit, souvent il y a des déficits. Mais en général, c'est au moment de la conclusion de l'année qu'on voit le déficit entre les dépenses et les recettes. Or, ce qui était comme au départ, non, comme un engagement fondamental de l'État camerounais qui disait toujours notre budget est équilibré en recettes et dépenses. Pour une fois, il n'est pas équilibré en recettes et dépenses. C'est la vieille école. La vieille école économique. On a failli là. Non, pas failli. On a failli là et on va y revenir de manière plus précise. Mais pour aller dans le sens de la question que vous avez posée, le budget, c'est normal qu'il grandisse. Parce que, en fait, l'État, l'action de l'État est appelée à grandir. Il lui faut donc de plus en plus de moyens pour la réaliser. Il baisse comme pendant la mauvaise crise 87-92, là, le budget a baissé pendant cette période-là. Parce que, aussi bien le niveau de l'activité que les moyens pour récolter l'impôt, le FMI disait à l'époque qu'il manquait de volonté politique pour recueillir l'impôt. Et on a vu que pour sortir de la crise, quand la volonté politique là est arrivée, l'impôt est arrivé. Donc,
souvent, quand on dit qu'il n'y a pas les recettes, c'est souvent que derrière, on ne veut pas que les gens qui sont chargés de recueillir l'impôt ne mettent pas les moyens qu'il faut pour le recueillir. Ça c'est de la politique. Alors, c'est pas de la finance, c'est de la politique. Mais les deux vont ensemble. Martin, on va donc essayer de faire la lecture sommaire déjà de la configuration de cette loi de 2019. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Enfin, moi, je pense sincèrement que je ne trouve pas beaucoup d'originalité, dans ce sens où nous avons toujours les mêmes équilibres. En fait, le fonctionnement prend toujours le dessus sur l'investissement. Moi, je pense sincèrement que nous devons sortir de cette logique, mais il me paraît que cela est très compliqué au regard de certaines contraintes endogènes comme exogènes. Mais je pense sincèrement que ce budget en lui-même continue à donner une part très belle à la fiscalité. Comme disait Eric tout à l'heure, on a l'impression que lorsqu'on parle de budget, c'est que les impôts. Non, c'est pas que les impôts. Il y a aussi toutes les autres parties qui produisent le secteur productif pour l'investissement. Lorsqu'on investit, on récolte des produits qui viennent plus tôt. Donc moi, ce que je souhaiterais pour ce budget, j'aurais souhaité que l'on mette beaucoup plus d'accent sur ce volet-là. Et vous savez très bien que psychologiquement, c'est jamais très bien d'augmenter les impôts. Ça, c'est quelque chose qui est psychologique. Et malheureusement, à chaque fois qu'on le fait quand même, on essaye d'atténuer ça par autre chose. Alors, quand je parle d'absence d'originalité, c'est parce que je n'ai pas beaucoup vu dans ce budget un zèle de volontarisme. C'est-à-dire que vous savez, en politique, en économie, le volontarisme, ça donne du boom, ça donne la force aux principaux agents, aux principaux acteurs. Mais moi, j'ai pensé que c'est pour ça qu'il y avait dit tout à l'heure qu'on ne parle que de la fiscalité, il n'y a pas que de la fiscalité. Mais l'impression que cette loi de finances donne, c'est qu'on a décidé d'augmenter l'impôt et d'augmenter les taux vers les couches sociales les plus vulnérables. Donc, pour moi, il a une connotation. Cette loi, elle a une connotation un peu injuste socialement parlant. Mais certainement qu'on va développer tout à l'heure, on va comprendre pourquoi est-ce que c'est vers là où on va. Mais, depuis ma part, pour monsieur tout le monde, lorsque les gens entendent tout ce qui va se passer, tout ce qui va arriver, c'est beaucoup plus le recul par rapport au combat que nous devons mener pour pouvoir sortir l'économie du Cameroun dans la situation dans laquelle elle se trouve qu'autre chose. Donc pour moi, il manque d'originalité, il manque un peu de volonté de bousculer les lignes, de changer le paradigme. On ne peut pas toujours faire la même chose. Moi j'ai l'impression que 2017 c'était la même chose, 2018 c'est la même chose, mais on va... la même chose dans un ou deux exemples. Dans le fait que notre économie est de plus en plus, notre budget est de plus en plus financé que par les impôts, par la douane. Alors que, vous avez vu, c'est plus de 3 000 milliards sur les 4 000 milliards. Donc ça veut dire qu'en réalité, on devrait justement concourir pour que ce déséquilibre soit comblé et pour que aussi, dans cette loi-là, que le fonctionnement tende à se rapprocher de plus en plus, ou de mieux en mieux, vers l'investissement. Et ça, je n'ai pas vu ça dans cette loi de finances. Lecture sommaire de la loi. Alors, quand on a des experts aussi chevronnés, j'ai entendu beaucoup de choses. Il faut tant, d'abord, ce budget, par définition, le budget d'un pays en développement ne peut être exponentiellement en augmentation. Parce que les besoins sont permanents, l'État doit remplir certaines fonctions et il faut que le budget augmente pour faire face à la dépense publique et puis à la réponse sociale des attentes des populations. Deuxième chose, j'ai entendu quelque chose, je suis d'accord et contre ce que j'ai entendu. Mon compatriote dit que ce budget n'est pas volontariste. Moi, je dis plutôt qu'il y a beaucoup de volontarisme dans ce budget et je vais expliquer quels sont les choix budgétaires qui démontrent le volontarisme du gouvernement, des orientations dans quel secteur. Deuxièmement, il a raison, le budget fonctionne comme si l'État était exclusivement administratif.
C'est-à-dire que ce sont les dépenses, on met la moitié des dépenses, ça va être l'investissement, je crois que c'est 1200 quelque chose de milliards, alors que le budget de fonctionnement, celle au quotidien, doit être à 2500 ou 2600 milliards. Bon, donc il faut, c'est vrai que le budget évolue vers un budget plus innovant qui démontre le dynamisme de l'économie, des acteurs et de la nation. Mais là où je ne suis pas fondamentalement d'accord avec toi, c'est que tu oublies qu'il y a un élément, c'est que nous avons un jugement fiscal qui n'est un vivier fiscal, même je dirais, qui n'est pas exploité, c'est l'économie informelle. C'est-à-dire que nous sommes dans un système où une grande part des acteurs de la vie publique, privée ou publique, échappent à l'impôt. Il faut donc absolument, pour un État moderne, ramener tout ce monde-là. C'est vrai qu'il y a des impôts démocratiques auxquels on peut difficilement échapper, la TVA, les différents taxes à la consommation, mais c'est la nature de l'économie camerounaise actuelle, et lui, Paul Motazé, ne peut pas inventer un pays qui n'existe pas. Il fait avec la réalité, et l'effort qui est fait, c'est en fait de mettre tout le monde dans la maison, et pour que tout le monde participe à l'effort de construction nationale. Dernière chose que j'ai à dire, et là nous aurons un débat, j'espère qu'on aura le temps, c'est la qualité de la dépense publique. Parce que même dans la dépense, du coup, Mbongela a fait la démonstration tout à l'heure, comme quoi on peut être d'accord même avec les marxistes, de temps en temps, la qualité de la dépense, une dépense vertueuse, publique, a un effet d'entraînement sur le reste de l'économie et amplifie les recettes, et que ce soit fiscal, même dans le cadre du développement. Donc, moi je crois que ce budget est volontariste, ce budget est dynamique, et répond à la réalité de la situation que nous vivons actuellement, parce que la préparation du budget est un moment où il y a des arbitrages et où on dit quel est le problème, quelles sont les demandes, input, et quelles vont être les réponses, output. C'est un effet simple. Alors, je termine en disant, là où nous pouvons tous les trois être d'accord, et je crois tout à l'heure Dr Biana, c'est que moi je ne suis pas suffisamment satisfait de la publicité ou du débat de l'information qui est faite avant le budget. Je pense que lui, Paul Motazé, ce qu'il fait avec le GICAM, il va falloir qu'il étende aux autres secteurs de la vie nationale de l'économie, c'est-à-dire faire participer les assujettis, moi je refuse le mot contribuable, à l'élaboration du budget, et ne pas seulement leur donner l'information en disant écoutez, vos députés vont vous expliquer le budget. Pourquoi? Parce qu'il faut faire aimer ce budget, le faire accepter pour le faire réussir. Donc moi je crois que c'est le dernier point sur lequel moi je trouve que ce budget volontariste, ce budget répond à la question camerounaise de l'heure. Nico Mbonjo, sur la lecture sommaire déjà de ce budget est prisonnier des tares créées par Aïdjo avec ses ordonnances de 62. C'est quoi ces principales tares? Quand j'étais mort, j'ai vu des villageois payer l'impôt. Mon père marchait avec les taxes dans les poches. Aujourd'hui, la moitié des Camerounais ne payent pas l'impôt. Absolument. Alors que l'impôt, c'est le contrepoids du bulletin de vote. Parce que vous ne voulez pas dépendre de la population, à créer un argent de l'État qui ne dépendait pas des populations. On est resté là. L'économie informelle dont il parle, c'est vrai. Ces gens-là ne font pas la déclaration d'impôt. Mais si notre système fiscal avait pris le modèle, par exemple, anglais, où chaque inspecteur des impôts est responsable d'un quartier, il sait ce que chacun fait, on n'aurait pas de mal. C'est du harcèlement. Peut-être. Mais on connaît l'activité des gens. On peut donc les imposer sur leur activité. Non, on veut ignorer les activités de nos compatriotes et les fiscaliser. Ça n'a pas de sens. C'est une des idioties qui date de 62 sur les répètes. La deuxième ineptie sur laquelle repose notre budget est que une fois que on a
quelqu'un qui fait sa déclaration d'impôt, on a soit une cartographie fiscale sur ces personnes-là, et c'est sur eux que pèse l'impôt. Du coup, les personnes, alors que la masse des impôts ramenés à la richesse du pays ne grandit pas, les personnes qui sont imposées ont l'impression que chaque année on leur prend encore un peu plus. Et comment convaincre ces gens-là de ne pas frauder quand ils ont l'impression qu'ils sont traqués parce qu'ils ont eu l'idiotie de déclarer l'impôt un jour. Le principe de l'impôt du coup est déclaratif au Cameroun, n'est-ce pas? Et on ne vient pas vous prendre ce que vous n'avez pas déclaré. Et je pense qu'il faut sortir de cette campagne. Je comprends que tu conseilles de grandes entreprises qui consistent à penser qu'on demande aux gens ce qu'ils ne doivent pas donner. Je m'excuse parce que essaye de mais la vérité est que les entreprises payent des impôts. C'est vrai. Ils déclarent ce qu'elles ont fait, et on les impose par rapport à cela. Mais quand sur chacune de leurs activités on greffe un impôt, même si ce n'est pas elle qui la paye, qui la collecte pour le besoin de l'État, ça crée des situations où, comme on va voir là sur les bières, le prix augmente au risque que leur chiffre d'affaires diminue. Et alors et puis les accidents diminuent, les maladies. Donc, je dis, faisons attention, soyons cohérents dans la manière de fiscaliser le pays. Et au lieu de multiplier les impôts, réduisons-les, mais mettons-les au niveau où chaque Camerounais paye l'impôt. Et on va voir que très rapidement, les sommes où nous sommes calés là à 4 000 milliards vont être dépassées, vont être doublées. Parce que nous avons ces capacités-là. Jean-Marie Biela, bonsoir. Bonsoir. Dipita, bonsoir à tous les panélistes. Toutes mes excuses. Je constate que c'est la deuxième fois que j'arrive en retard parce que c'est une soirée fouteuse, mais foireuse pour nous malheureusement. Et c'est ce qui a dû me mettre en retard. Je présente toutes mes excuses. Et est-ce qu'on va vous excuser? Vous leur avez rappelé un mauvais souvenir sur le match de football. Sachant que nous nous avons fait plaisir ici au Cameroun. Bon. Ils ont beaucoup de chance d'aller à la Coupe du Monde. Bon, on verra bien le Mali. On l'a déjà battu. Le docteur Bella nous a permis une ouverture, on la refaire. Alors donc, votre lecture sommaire, hein, parce qu'on y est, de ce budget l'année prochaine, 2019. Le budget 2019, je me rends compte, j'ai d'abord écouté les autres panélistes, je me rends compte qu'il va encore tourner un peu comme les autres budgets. Quand nous étions à 40 milliards, la clé de répartition était de 2 tiers pour le fonctionnement et 1 tiers pour l'investissement. Quand nous multiplions maintenant 40 milliards par 100, ça fait 4 000 milliards. Or là, on est en train de voter 4 800 milliards. La même clé de répartition est restée. Donc mon souhait lui était d'amorcer déjà une sorte de point d'inflexion tel que ce soit plus tard maintenant 1 tiers pour le fonctionnement et 2 tiers pour l'investissement. Parce qu'en fait, quand nous orientons l'enveloppe budgétaire, les lignes de financement que nous avons mobilisées de part et d'autre dans l'investissement, ça va provoquer des effets d'entraînement. Lorsque vous avez investi, vous avez suffisamment l'énergie, par exemple, pour créer une industrie, vous avez la technologie pour transformer vos matières premières. Je vais le dire inlassablement. Nous nous sommes séparés la dernière fois et je vous en remercie. Certains promoteurs PME que j'encadre depuis ces bonnes dizaines d'années, qui ne m'avaient pas vu, m'ont entendu parler et m'ont invité. Je suis allé donc là-bas chez eux et ils m'ont expliqué effectivement qu'ils appliquent ce que nous disons ici tout le temps,
Quand ils prennent 1 kg de café qu'ils vendent à l'étable, c'est 300 francs. Quand ils ont trié, ils ont décortiqué, ils ont torréfié, ça fait 3000 francs. Et il y a cette coopérative qui est rentrée en contact avec certains Italiens qui lui ont mis à disposition 2 nouvelles machines, le Catador qui permet donc d'enlever tous les déchets. Je passe de 3 000 à 5 000 francs. Et si le client qui l'a acheté veut que ils appellent ça polisser, c'est-à-dire on scie comme vos chaussures, on fait passer le prix à 7 000 francs. Vous voyez donc très bien que si nous avons assez de ressources pour investir dans la technologie, pour investir dans l'innovation, le budget va être un élément de développement. On ne va plus se retrouver simplement à avoir un budget essentiellement dédié à la consommation. Regardez très bien que le Cameroun, quand il a voté la loi de 2007, 29 décembre 2007, portant le régime financier de l'État, ça a été changé cette année-ci. Cette loi a dit que nous devions passer désormais au budget programme, en remplacement du budget moyen. Vous aviez votre budget, 10 milliards, vous allez à l'Assemblée nationale, vous dites je vous en prie, je veux que ça passe à 11 milliards, vous n'aviez pas justifié pour, le député vote, vous passez à 11 milliards. Avec le budget programme, en réalité, c'est un budget qui est mis au service des activités. Donc vous présentez l'ensemble des activités dont la mise en œuvre devrait consommer l'enveloppe budgétaire qu'on vous met à disposition. Or, vous allez vous rendre compte que on est parti donc avec ce budget programme-là, on a maintenu encore la même clé. Malheureusement, la loi de 2007 disait que la mise en œuvre de ce nouveau régime financier devait prendre cours dans 5 ans. Et en 2013, vous avez entendu même le chef de l'État le dire. J'ai eu la chance, parce que ça fait 13 ans que je commande des discours de fin d'année du chef de l'État à la nation, à relever que le chef de l'État lui-même a avoué que le taux de consommation du budget d'investissement public n'avait pas atteint 50%. Là, c'était même une exagération. Mais en moyenne, ça n'avait pas atteint 50% dans beaucoup de régions. Bon, on avait mis ça sur le dos de la réforme des marchés publics parce qu'à l'époque, c'était les ministres qui étaient les ordonnateurs. Entre-temps, on a créé un super marché, ministère des marchés publics. Et désormais, vous restiez cet ordonnateur, mais l'autorité contractante, ce n'était plus vous. Ça devenait maintenant le ministère des marchés publics. Qu'est-ce que vous avez à faire? Vous montiez vos dossiers de marché là-bas et vous transfériez là-bas au MINMAP, ça s'appelle la CANAO, celui d'appui au lancement des appels d'offres. Et on a donc mis sur le dos de cette réforme-là, la sous-consommation du budget en 2013, 2014, 2015. Et vous voyez très bien que si on va dans la logique de dire que le budget va être un élément de développement, un élément d'industrialisation de notre pays, il va, à mon sens, il va falloir changer la clé de répartition, qu'on ne soit plus à 2 tiers pour la consommation et 1 tiers pour l'investissement. Donc voilà, à brûle pour point comme ça, le premier commentaire que je peux faire sur le budget tel qu'il est là. Et pour rester dans le cadre des marchés publics, oui, je soutiens le gouvernement du fait qu'il ait augmenté le taux d'enregistrement. Lorsque vous gagnez, vous êtes adjudicateur d'un bon de commande d'un montant inférieur à 5 millions, vous devez l'enregistrer à 5%. Le gouvernement, pour l'exercice 2019 qui arrive, a fait passer ça à 7%. Et si le montant était supérieur à 5 millions, vous devez l'enregistrer à 2%. Pour l'exercice 2019 qui arrive là, le gouvernement a augmenté de 50%, donc au lieu de 2%, l'enregistrement se fera à 3%. Et je crois que ça sera toujours des sources de financement sur lesquelles on ne pourra pas cracher, parce que l'État en a fortement besoin pour l'exercice 2019. Non, je voulais réagir parce que j'entends depuis quelque temps, tout à l'heure, avant que M. Biadan arrive, j'étais en train de me mouvoir du fait que beaucoup voulaient réduire le débat sur la loi de finances sur une question de politique fiscale. Alors qu'au mieux, on devait parler de politique budgétaire. Et là, on tombe encore sur ces choses qui sont dites et qui ne recoupent pas une réalité totale. Les Anglais ont un très bon mot pour parler de cette période, de ce document qu'on appelle fiscal policy, je crois, c'est ça. Parce que eux, ils intègrent le fait que ce sont des instruments qui modifient et qui conditionnent les décisions politiques en matière de développement. Mais je voudrais répondre au Dr Biada. D'abord, le budget de fonctionnement n'est pas par définition un budget perdu. C'est pas de l'argent perdu. Parce que ce que vous appelez budget de fonctionnement, qui est dans le grand titre de fonctionnement, peut être une source de revenus pour l'investissement des bénéficiaires.
Et là, on rentre dans la finance, ça va être un peu plus long. Donc, quand j'entends dans le débat public les gens qui disent que la clé de répartition, et là, je vais y revenir d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a une forme d'idéalisme qu'il faut quand même cesser de diffuser. Quand j'entends la clé de répartition, je parle devant un commissaire au compte, un expert comptable, qui dit qu'on pourrait avoir, le budget idéal, ce serait qu'on ait un tiers de fonctionnement, 2 tiers investissement, c'est de la rêverie. Je suis d'accord, je suis désolé, c'est le banquier qui parle, c'est pas l'économiste. C'est de la rêverie parce que c'est presque impossible pour un ménage de fonctionner de cette manière. Alors pour revenir aux choses en français facile, dans le budget qui est voté, par là d'abord, si on arrive à des situations où ça n'entendait plus, parce que du coup, le média l'a évoqué tout à l'heure, et c'est possible, nous avons des instruments tels que par exemple le collectif budgétaire, qu'on appelle en langage courant un budget rectificatif, qui peut intervenir. D'ailleurs, il y a eu c'est passé un peu rapidement. Voilà, 3. Donc, c'est passé. Ce sont des instruments, juste des décisions économiques et politiques et sociales, culturelles, qui participent à l'animation. Mais là où le docteur Ndiaye a raison, même si je ne suis pas d'accord sur la globalisation, c'est que dans le budget de fonctionnement, il faut contrôler la qualité de la dépense publique. C'est là qu'il y a un problème, parce que la dépense publique peut permettre la relance et la consommation, elle peut permettre l'augmentation du pouvoir d'achat, elle peut permettre beaucoup de choses, donc elle participe à l'animation financière du Cameroun. Mais si la qualité de la dépense n'est pas bonne, et que c'est juste pour acheter soit des véhicules où un fonctionnaire aurait à lui seul 2 véhicules de fonction ou 3, qu'on va passer au marché Sandaga, ou qui vont transporter des enfants pour aller à l'école, là on est d'accord, ça devient budgétaire, il y a un problème. Donc je pense que pour plus d'équilibre, qu'on arrête cette campagne qui consiste à dire que l'esprit, la philosophie du budget de l'État du Cameroun, ce serait juste tourner vers son fonctionnement vers lui-même, et que l'investissement est quasiment, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Maintenant, la sous-consommation, le crédit d'investissement, le budget d'investissement, c'est un autre débat. Quand on met tout ça ensemble, c'est là qu'on tombe dans ce que disait notre compatriote à juste titre tout à l'heure en disant la compréhension des assujettis, qui sont les clients de l'État, de certains d'entre nous, est piégé en pensant qu'on fait qu'augmenter les impôts, mais on ne donne pas la contrepartie, c'est-à-dire les investissements nécessaires pour le développement. C'est absolument faux. Oui, je me place en droite ligne de ce que Hervé vient de dire. Pour dire quoi? 2 choses. La première, c'est qu'il nous a fait faire un bond en avant dans le débat, c'est-à-dire la dépense publique. La qualité de la dépense publique. Nous voyons l'investissement actuel de l'État. Il est dans quoi? Il est dans les infrastructures. Par exemple, c'est bien les infrastructures. Mais souvent, c'est financé par des prêts qu'il faut rembourser. S'il n'y a pas d'activité derrière qui suit tout de suite, ces infrastructures-là sont financées par les impôts. Et à ce moment-là, monsieur Mbele, vous placez ça où? C'est dans le fonctionnement. Les intérêts et les juges, ce n'est plus de l'investissement. Quand on est dans le remboursement de la dette, on est dans le fonctionnement. Et donc, on a créé des conditions ici où, comme il n'y a pas un véritable débat sur on fait quoi avec l'argent de l'État? L'argent public. Je refuse le mot État, l'argent public. On fait quoi avec ça? Et si on ne creuse pas suffisamment pour comprendre ce qu'on fait avec l'argent de l'État, on crée les conditions pour qu'on ait ce débat théorique là, un tiers investissement. C'est pas ça le problème. Le véritable problème, c'est nous avons de l'argent. Parce que l'État, c'est un ménage. Est-ce qu'on va prendre
2/3 de l'argent qu'on a, on n'envoie pas les enfants à l'école parce qu'on veut construire une maison. C'est bien la maison. On n'achète pas le cahier. Mais véritablement, il faut équilibrer. Mais on équilibre sur le terme. En se disant, voici ce qu'on peut faire comme épargne, même en termes de prêt. Parce que après, c'est une épargne, puisqu'on va offrir la rembourse. Que cette épargne-là va pouvoir faire ceci. Or, nous, on n'a pas cela. Donc, je ne m'arrête pas seulement à la qualité de la dépense, j'ai dit à la gestion même de l'argent public. Notre argent n'a pas de priorité. La gouvernance. La gouvernance. On peut aborder ce débat. On n'a pas de priorité. Ça fait que, quand on a fait du superflu, on se retrouve coincé quand il y a à faire des choses importantes. Et souvent, c'est une ou deux personnes qui arbitrent comment il faut faire. Le collectif budgétaire, le dernier là, à mon avis, a été une idiotie énorme. C'est une joie. Oui. Ça veut dire qu'on a fait des futilités avec cet argent et ensuite on allait emprunter. Non. Non. Le collectif budgétaire, ça veut dire qu'on peut se tromper sur les prévisions et les corriger. Oui, mais pour c'est faire ça quoi? l'esprit du collectif budgétaire. Le collectif budgétaire, ce n'est pas une permission pour gaspiller de l'argent public. Oui, là, ça a été gaspillé. Non. Puisque ça a été accordé à des projets qui n'étaient pas aussi importants que ceux que on a utilisés pour emprunter après. Or, c'était pratiquement le même montant. Alors, si on avait ce projet en tête, pourquoi on n'a pas fait le collectif budgétaire pour les financer? Enfin, ce que moi je peux dire aussi, c'est que nous sortons quand même, et on ne le dit pas assez, des lois de finances précédentes qui avaient pour cycle le document stratégique pour la croissance et l'emploi. Parce que, vous savez, quand je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'originalité, qu'il n'y avait pas de... C'était pas dans le sens où d'énerver, non. Dans le sens où je pense que la finance publique, elle a pour rôle de toucher les populations dans leur vie de tous les jours. Alors, nous sortons dans un cycle qui est le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. La croissance et l'emploi. Deux termes éminemment importants et très importants. C'est clair aujourd'hui, sans embâche, que la croissance, on ne l'a pas eu au niveau où on a pensé avoir. Martin n'est pas assez. Non, on a une croissance qui ne nous permet pas aujourd'hui de créer des emplois. De manière à ce que le l'État ne dise pas 2000 emplois, c'est pas le l'État qui doit créer les emplois. Donc, déjà, à mon avis, lorsqu'on passe d'un cycle à un autre, on devait quand même, cette loi devait quand même d'abord apporter des correctifs sur ce qui n'a pas été fait. Pour que lorsqu'on passe au cycle de planification stratégique, que le citoyen, les assujettis, comme dirait, ressent qu'on est passé d'une phase à l'autre. Mais tout se passe comme si de la croissance en emploi de la classe stratégique, que rien ne s'est passé. Alors que le chômage n'a pas baissé, la croissance n'a pas été au rendez-vous. Alors, ce que moi je veux dire, c'est que on ne ressent pas, et ça je rejoins M. Menda qui dit que on ne dit pas que ce soit une opération mathématique, non. Mais nous voulions quand même dire que c'est à partir de l'investissement qu'on fait bouger les grands équilibres dans une économie d'un pays. Définissez un peu ce que vous dites investissement en finance publique. Parce que dites-moi qu'est-ce que c'est que l'investissement. Parce que tout à l'heure, je crois qu'il a assez très bien expliqué. En disant que nous avons l'impression, pas l'impression, ce qui est la réalité, c'est que nous avons des ressources que nous orientons mal et dont les résultats ne sont pas vécus par les populations. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, on nous dit les projets, achèvement des projets structurants. Je vous dis, Hervé,
quand vous dites ça, c'est-à-dire qu'à la majorité des Camerounais, ils ne voient pas la réalité dans leur vie quotidienne. Vous comprenez? C'est bien pour ceux qui vont arriver là-dessus parce qu'on a besoin d'énergie. Mais je vous dis, est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, que le chef d'État et le gouvernement décident, par exemple, d'insister sur la croissance inclusive? Je prends un secteur, la route. On sait aujourd'hui que nous n'avons pas assez de moyens et que les routes bitumées coûtent cher, la matière première. Moi, je prends un exemple. Le sable Cameroun, l'eau Cameroun, l'eau de Cameroun. Vous pensez que si le gouvernement décide dans leur stratégie de planification que nous allons créer une école ou 2 écoles qui vont absorber les jeunes ou de faire les motos, qui vont apprendre à poser les pavés. Et au lieu de dire que nous allons faire, attendre les 10 000 km qu'on ne voit pas, parce que les routes sont même mal faites. Non, toutes les routes, on a vu ça. On a vu ça là. On a vu comment certains quartiers, quand même, moi je parle d'économie réelle, hein. Vous voyez quand même que quand vous allez préparer aujourd'hui, mais ne me dites pas que ces gens sont pas heureux, ils sont heureux d'avoir ça. Donc j'ai dit, pas des grands axes, mais le quotidien, pire encore, ces gens-là vont augmenter les cotisations qui ne sont pas celles fixées ou ciblées sur les biens de consommation. Ils vont cotiser, ils vont avoir la sécurité sociale. Donc je pense que j'ai bien peur que, tel que nous faisons, nous pouvons le refaire 10 ans, ça ne changera pas. Parce que le mouvement tendanciel mondial de l'économie va nous rattraper. Donc je pense que nous devons d'abord essayer d'avoir une croissance qui est endogène, qui est propre, et qui se voit et qui est par les populations, surtout les couches les plus vulnérables. Parce que tout ce qu'on raconte là, sécurité, tout le monde sait, achèvement de nouveaux projets, tout le monde sait, barrage, route, mais booster la digitalisation, tout ça n'a pas de concret dans la vie des Camerounais. Ça n'a pas de concret. Je dis, est-ce que vous pouvez me dire que lorsqu'on a commencé le DSE, le taux de chômage au Cameroun était de 20%, à la fin de ce cycle, le taux de chômage est de 15%. Non. Est-ce que vous pouvez me dire... formuler la question et réponse. Non, j'ai intéressé à la parole. Parce que ce que je souhaite, hein, c'est qu'on soit concret. Je vous dis, elle veut toujours être concret. Et donc, nous devons rapprocher notre économie aux réalités de notre peuple, de notre population. On ne peut plus se permettre de... Parce que ce qu'on voit là, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez avoir le même type de finance. Vous allez à Sénégal. Donc, quelle est l'originalité de nous qui sommes hyper intelligents? Pourquoi ne pas bousculer le système et créer un modèle, une loi de finances qui sied à nos populations? J'ai pris l'exemple des pavés pour vous dire que c'est de l'emploi pur que nous allons créer, c'est l'emploi pur que nous allons créer, et nous allons sortir des jeunes du chômage et ils vont reprendre confiance et la consommation va repartir. Parce que ce que je vais vous dire après, quand on va parler de la hausse des prix, c'est que le panier de la ménagère et le pouvoir des achats des populations les plus vulnérables va être... On en vient dans un moment le temps de 2 dernières interventions sur ce préalable. Jean-Marie Biada et Pierre Rincon. Monsieur Ombazini a demandé l'originalité dans la loi de finances. Je la lui propose immédiatement en m'inspirant de quelques-unes de nos missions dans les entreprises. On a vu certaines entreprises du secteur industriel qui faisaient beaucoup d'investissements et avaient fini par changer leur budget ou alors par donner à leur budget 3 composantes. Budget de fonctionnement, budget d'investissement et budget d'entretien. Le Cameroun est en train de faire des infrastructures, monsieur député Tongo. L'entretien de ces infrastructures, c'est à peu près 10%. Elle va passer toute sa vie à Paris. Nous avons eu la chance de nous retrouver à la Tour Eiffel. C'était dans le cadre du centenaire de la Tour Eiffel. Nous sommes en 1989. Il nous expliquait que l'entretien, c'était tous les 2 ans, mais tous les 7 ans, on arrêtait pour faire le métier général. Le revamping général. Vous voyez très bien que cette histoire est encore debout. Depuis, la France, c'était pour célébrer le centenaire de la Révolution qui a eu en 1789. Donc, ils ont construit ça et il fallait une affaire de 1000 pieds. 1000 pieds, c'est l'équivalent de 300 mètres. Et ils ont mis l'antenne de France Télévisions dessus, 25 mètres. Ça fait 325 mètres. Vous voyez comment l'infrastructure est restée de cette époque-là jusqu'à aujourd'hui due à l'entretien. Le Cameroun a donc construit beaucoup d'infrastructures. Et en la matière, généralement, c'est 10% pour l'entretien. Sinon, vous vous retrouvez au bout de 10-15 ans avec une infrastructure
infrastructures totalement défraîchies. Donc voilà la proposition que je fais, M. Ombazine, que le Cameroun vote maintenant un budget à 3 composants, budget de fonctionnement, budget d'investissement et budget d'entretien, parce que nous avons beaucoup investi. Hervé le sait très bien, refaire une maison sur laquelle on n'a rien investi depuis un certain temps en termes d'entretien. Parfois, on envisage plutôt de détruire, de raser complètement pour reconstruire une nouvelle maison. Donc, tous les stades qu'on a, tout ce que nous avons en termes d'infrastructure également, nous pouvons prendre le cas de nos routes. Lorsque vous avez tout juste un petit trou dessus, au lieu d'utiliser un point à qui se trouve à la communauté urbaine, généralement utilisé pour ces travaux en régie, quand vous venez là-dedans, c'est 35 minutes, vous avez résolu le problème. Lorsque vous laissez le petit trou maintenant, en grande saison de pluie, comme ce bout de juin, juillet, août, vous ne pouvez plus passer de ce côté-là. Donc voilà la proposition concrète que je fais, que le budget puisse prendre donc 3 composantes, parce que nous avons beaucoup investi, on aura donc d'un côté. Et ça résout dans le problème que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc au lieu de mettre seulement les 2 tiers dans le fonctionnement, on mettrait 1 tiers dans le fonctionnement, 1 tiers dans l'investissement, et enfin 1 tiers dans l'entretien, ce qui n'est pas la même chose. Donc voilà la contribution assez originale que je faisais, monsieur Lébita, parce que lui, il a soulevé le problème. Mais enfin, je dois continuer à le dire, c'est un peu difficile pour le gouvernement d'assurer son développement sur la base uniquement de la politique budgétaire. Parce que la politique économique a 2 piliers. Le pilier budgétaire et le pilier monétaire. Pour notre cas, nous n'avons pas la possibilité de battre monnaie, ce qui fait qu'on se rabat sur la politique. C'était une parenthèse que je soulevais. Non, pas du tout. Je l'indiquais parce qu'en fait, ce n'est pas facile pour le pouvoir public. C'est-à-dire, vous attendez par exemple de l'argent de 2 sources. Vous n'avez qu'une seule source pour faire face à tous les problèmes qui se posent au même moment. Non, je suis d'accord avec ce que Martin Ombazine et Dr Biada, leur intervention, mais je dis simplement, quand on a en charge les affaires publiques, c'est-à-dire le gouvernement, on fait des arbitrages. Le budget lui-même n'est qu'un instrument d'ajustement politique. Comme la monnaie. Comme la monnaie. On peut avoir ce débat, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Je pense qu'il y a beaucoup d'incantations sur la question de la monnaie, mais les gens ne vont pas au fond, parce qu'en réalité, aujourd'hui, il n'y a aucun pays européen qui a une monnaie propre à lui. Même l'Allemagne, qui est la première puissance économique allemande, elle est dans l'euro, elle a abandonné le mark. Donc il faut arrêter cette religion, la monnaie. Il y a des radios et des médias qui se sont spécialisés au Cameroun en pensant que monnaie n'est pas arrivée. Oui, non, en pensant que battre monnaie veut dire se développer, parce que laissez-moi vous expliquer une chose. La première autorité au monde d'avoir fait la fausse monnaie, c'était un roi de France. C'était un roi de France, mais lui, c'était pour acheter les armes. Chez les Piémontais, les Italiens, les frères Pereire, tout ça, qui lui vendaient les armes, ils leur donnaient la fausse monnaie. Donc, je prends cet exemple pour dire que même un État peut se lancer dans une entreprise délictuelle, parce qu'avoir la monnaie, ce n'est pas tout. C'est discipliné pour la gestion de cette monnaie, c'est le plus important. Bon, revenons au débat sur le budget. Je suis d'accord avec le fait qu'on peut trouver de l'originalité en faisant en sorte que le budget ne soit pas figé un peu comme dans la comptabilité actif-passif. Et c'est là que Martin a raison en disant ça devient un fourre-tout où finalement, et depuis nous viennent en faire la démonstration, il y a des dépenses d'investissement qui sont en fait que des dépenses de fonctionnement, et des dépenses de fonctionnement qui, si elles étaient bien expliquées, seraient des incitations à l'investissement. Parce que quand vous donnez 100 francs de revenus à un fonctionnaire, moi je suis encore calé à l'ancienne économie avec Keynes, de faire multiplicateur. Le fonctionnaire, comme a commencé à expliquer, va nourrir sa famille, acheter les cahiers, et cet argent, 10 francs de cahiers vont aller nourrir l'industrie des cahiers, les entreprises dans le secteur du cahier. Par contre, nous allons peut-être en arriver. Je suis pour une augmentation, que ce soit des droits d'assises ou de toutes les formes d'impôts, de taxes, sur des activités qui créent des problèmes par ailleurs.
Parce que j'entends des spécialistes flatter les oreilles des buveurs de bière. On va faire un décryptage s'il te plaît, je termine. J'entends de très J'entends de très bons spécialistes comme mon ami et frère à la CAN, je peux le citer puisque c'est mon ami, flatter les oreilles des consommateurs, et Martin se lance dans cet exercice. Je suis désolé, quand on augmente les impôts, c'est pas seulement pour les recettes de l'État, c'est parce que votre activité crée des charges à l'État qui sont par exemple les accidents de la route, les maladies, des divorces, des violences et tout. Donc, si on augmente des taxes sur le tabac, la boisson ou autres, bien sûr, l'État est légitimement dans son droit. Il aurait d'ailleurs dû être là ce soir, malheureusement, contre. Donc, moi, je dis que ce budget est un très bon budget. C'est un bon point de départ. Et puis, on décrypte un peu les secteurs choisis pour l'augmentation. Monsieur, on va c'est un nom commun. Ça devient une institution. C'est honneur. Car Voisin a dit qu'il ne voyait pas d'originalité dans ce budget. Et Dr. Biala lui a fait une proposition d'originalité qui n'est pas dans le budget. C'est ça. Oui, c'est lui. Ce n'est pas dans le budget. Deux, son fameux budget de maintenance est un budget de fonctionnement. Oui. C'est rien. Donc on peut appeler ça comme on veut, et mettre un tiers du budget dans l'entretien, ça commence à être de l'argent qu'on jette par la fenêtre. Moi je croyais que tu avais parlé de présentation de faux bilan, parce que ça peut cacher le détournement. Vraiment, il faut faire attention. Mais c'est le vrai problème que je vois dans ce budget, c'est que en 2013, le gouvernement a fait un choix malheureux qui était sa loi de promotion des investissements, qui est, comme qui dirait, une répétition maladroite des codes des investissements des années 60. C'est-à-dire, on donne des cadeaux aux entreprises et rien ne garantit derrière que elles l'ont fait. Contrepartie. Non, monsieur Dikou, mais ça a été corrigé. Il faut que je le dise. Le 2 juillet 2017, il y a une nouvelle loi qui est passée à l'Assemblée nationale portant modification de la loi de 2013 fixant les incitations en matière d'investissement en République du Cameroun. Nous avons suivi un peu ça. Y compris celle-là ne répond pas à la question de fond, qui est que quand l'État concède un avantage, que ces recettes ne lui soient pas payées, qu'est-ce qu'il reçoit en retour? Je peux dire un mot là-dessus. Je dis que j'ai suivi un peu le dossier. Oui, monsieur l'expert comptable, un instant. Le problème, c'était celui-ci. Cette loi de 2013 a été dénoncée, motif pris de ce que toutes les nouvelles entreprises qui arrivaient et qui étaient éligibles au bénéfice des avantages qui étaient contenus dans cette loi-là étaient exonérées de tout ce qui est impôts, droits, taxes. Pendant quelle période? Pendant 5 ans. 5 ans. Pendant la 5 ans période d'installation et 10 ans pendant la période d'exploitation. Nous avons donc dénoncé cela et il y a donc un rectificatif qui est passé à l'Assemblée nationale, une loi de juillet 2017, je vous donne la référence, modifiant celle de 2013 fixant les incitations en matière d'investissement privé en République du Cameroun. Alors, le problème c'était lequel? On était parti pour assister à une situation telle que les nouvelles entreprises devaient se créer sur les décombres d'anciennes. Parce que vous qui étiez ancienne entreprise, vous ne bénéficiez pas de ces facilités, de ces exonérations-là. Donc, c'était une concurrence déloyale. Donc, on a fait tel que la modification est maintenant telle que même une entreprise existante peut, après avoir rempli certaines conditions, être éligible au bénéfice des avantages contenus dans la loi fixant incitation en matière d'investissement. Et en réalité, ce sont elles, les anciennes, qui ont accru leurs investissements, leurs activités se sont décuplées à un moment où elles devaient payer l'impôt. C'est une dénonciation ou c'est une analyse? C'est une analyse. C'est pas une dénonciation d'un commissaire au compte? Non. J'ai dit, voilà la réalité. Pendant que c'est des en Grèce, j'ai dit,
bon, je ne vais pas ici créer jeter les comptes dans la rue, mais les entreprises qui représentaient les importations de whisky et tout ça ont commencé à les faire ici. Faire ici comment dans les industries tournevis et on leur a donné les industries. Non, ce n'est pas très sérieux. Moi j'ai dit, nous avons aujourd'hui la technicité pour mettre des systèmes de contrôle quand l'État donne ce type d'avantages. Et ce que la profession comptable demandait à l'époque, c'était d'être associé au contrôle de ce truc-là. Et on l'a botté en touche. Ce n'est pas très sérieux. On ne peut pas avoir une profession comme ça dans ce pays. Et quand il y a des problèmes de contrôle, faire comme si elle n'existait pas. Mais il n'y a pas que ce secteur. Si les experts comptables étaient associés à beaucoup de choses en amont, je crois qu'on améliorerait même la gouvernance. Alors venons au décryptage des domaines où on verra notamment une augmentation fiscale. Je voudrais d'abord d'entrée rappeler, je l'ai dit à l'entrée de l'émission, que les recettes fiscales progressent de 187 milliards. Donc on a près de 3 000 milliards maintenant. Alors les secteurs retenus pour l'introduction de nouvelles taxes et à la télécommunication, on sait que c'est quand même un poste désormais important dans le ménage. Et alors, le panier de la ménagère peut en souffrir. La friperie, les ordures ménagères et l'automobile, une incidence. Moi, je pense que c'est pas des bons choix, c'est pas des choix justes. Je pense qu'il y avait, a dit tout à l'heure, quelque chose de très important. Combien de gens doivent payer l'impôt qui ne payent pas? Quand je dis, vraiment, je pèse mes mots, quand je dis qu'il manque de volontarisme, c'est en cela, tout ce que nous faisons, pour ceux qui font la politique, moi je ne suis pas la politique, il faut toujours avoir à l'esprit, est-ce que la décision que je prends est juste? Est-ce que la décision que je prends peut affecter les plus vulnérables? Moi je pense plutôt que ce qu'elle a dit tout à l'heure, le vrai travail aurait été d'abord d'aller prendre ces 70% des gens qui ne paient pas l'impôt. C'est d'abord sur cela qu'on devrait être, ceux qui ne paient pas, qui doivent payer. Nous avons sur 28-22 millions d'entreprises, à peine 4% sont des grandes entreprises. Le reste, c'est toutes des entreprises qui font 50 millions de chiffre d'affaires. C'est la majorité. Et ces gens-là ne payent pas toujours. Je pense que au lieu d'aller frustrer tous ces gens vers qui on va... Les alcooliques. Non, mais il faut prononcer le mot. Parce qu'en réalité, vous savez, vous êtes dans la politique, la psychologie, dans une économie qui balbutie, c'est très important. Non, on est d'accord. Et que je vous dis ce que je ressens de la température extérieure. C'est-à-dire que les gens qui vivent dans ce pays, ils pensent que si cette loi est votée telle qu'elle est, c'est qu'on a encore choisi pour faire tourner ce qui va être tourné en 2019, de faire participer encore ceux qui sont plus vulnérables. Et donc, quoi qu'on en dise, il y aura un impact, un, sur le pouvoir d'achat, et deux, sur la consommation, ce qui, les deux réunis, ne sont pas favorables pour avoir une croissance à 4%. Et je vous dis, comme je l'ai souvent dit ici, nous sommes incapables, avec le système actuel, avec les lois de finances successives, de traverser le cap de 4,5 de croissance. Parce qu'il n'y a pas d'originalité. Rien ne me montre aujourd'hui, en termes de politique économique ou de loi de finances, quelque chose qui vient booster, qui vient bousculer pour que les gens se remettent à avoir la confiance. Donc faisons attention. Le peu de reprises qu'on a eu là, on risque de casser ça si effectivement on frappe sur les produits cosmétiques. Vous savez aujourd'hui qu'en dehors des bars, en termes d'emploi, c'est l'un des secteurs où il y a les plus dynamiques. Donc ça veut dire que lorsque celle qui allait faire son petit truc à 3-4 000, on lui dira demain que pour mettre la mèche, c'est déjà 5 000, ce sont des calculs qui sont simples. Elle met les mèches sur le trottoir ou machin, bah, puis est-ce que je peux... Donc en réalité, moi je dis ceci, tout ça n'est pas très juste. Mais comme l'État doit aller frapper là où c'est très facile à avoir, forcément, en allant frapper sur ces produits, l'État va vite et très vite retrouver ses prévisions en termes de recettes.
Mais pour moi, une fois de plus, je trouve que c'est un peu injuste. Non, je trouve que c'est extraordinaire parce que quand on rencontre un compatriote et un expert comme Martin Ombazing, qui ne fait pas de la politique, entre guillemets, mais en fait qui fait de la politique, puisqu'il parle des opportunités politiques pour prendre certaines décisions. Si le volontarisme pour toi, Martin, ça veut dire la complaisance ou la faiblesse de l'État, non. Actuellement, l'État du Cameroun fait avec sa réalité économique. Et c'est vrai, c'est un débat qui est ouvert, mais nous devons y accélérer. Combien coûte le recouvrement de l'impôt? Combien ça coûte? Et à partir de ce moment, on va faire la balance pour savoir si, en augmentant même le personnel pour recouvrer l'impôt, ou bien en augmentant les intermédiaires que sont souvent les collecteurs d'impôts que sont ces grandes entreprises, s'il y aura une incidence. Exact. Mais maintenant, revenons à ce que c'est l'impôt. Je vais parler en français simple. Moi, je fais de la politique. Et ORDPC, c'est. Quand vous prenez dans une décision fiscale, toi aussi, quand vous prenez, non, sérieusement, l'État a des engagements, surtout sur le plan social et sanitaire. Et actuellement, il faudrait qu'on arrive à un débat où les économies nous disent combien coûtent, par exemple, des activités informelles non encadrées, telles que, par exemple, le motocyclisme. Il faut qu'on arrive à la vérité. Parce que derrière ce que Martin a dit tout à l'heure, ça, c'est la politique facile, on flatte, on croit que c'est l'électorat, on leur dit, continuez, ça vous occupe, comme ça, il n'y a pas de chômage. Mais combien ça coûte en accident, en violence, en insécurité globale et en beaucoup de choses? Combien ça coûte? Combien coûte l'alcoolisme dans ce pays? Il faut qu'il y ait des hommes publics qui aient le courage de dire que combien coûtent les cirrhoses, combien coûtent les bagarres, combien coûtent les accidents de la circulation dus directement ou indirectement à l'alcool. Combien coûte le tabagisme dans ce pays? Combien coûte ça, ça et ça et ça? Même si c'est l'ensemble de la population qui le fait, Martin, le courage en politique voudrait qu'on dise, puisque ça coûte cela, eh bien on va frapper là où ça ne devrait plus coûter cela. Savez-vous que la France a fait des progrès en augmentant le prix sur le tabac, en interdisant même la publicité dans certains espaces pour le tabac, et on voit les conséquences aujourd'hui sur une moyenne peut-être, et ce sont de l'autre qui ont commencé il y a 5 ans, même pas une dizaine d'années, et on voit les avantages aujourd'hui. Donc je pense que, je ne dis pas que c'est la seule motivation pour l'augmentation des droits d'assises sur certains produits, mais l'État prend de bonnes décisions quand il frappe, augmente la fiscalité sur des activités qui apportent beaucoup d'argent à certains, mais qui sont un coût social, sanitaire pour la collectivité publique. Et le courage en politique, Martin, c'est de le dire. Donc moi je suis d'accord avec toi, il faut aller récupérer l'impôt sur le maximum de gens qui échappent, mais il ne faut pas exonérer d'impôts ceux qui ont des activités qui coûtent cher à l'État. Nous sommes d'accord sur le fait que... Alors, ce qui devrait donc se passer, c'est que ce soit fait de façon concomitante. Parce que, voyez-vous, il y a une impression de vraiment c'est toujours les mêmes qui payent. Au nom de quoi cette France de 70% ne paye pas des impôts au Cameroun? On devrait donc, pour que ça ait un niveau de boostage important, faire les deux en même temps. Vous imaginez bien vrai que si on avait fait les deux en même temps, alors là, je vous dirais... Le recouvrement de l'impôt coûte cher. Oui, puisque ces gens-là vivent, les formels pèsent à plus de 70% de notre économie. Mais bien avait réduit le train de vie de l'État. Donc vous voulez écouter le Jean-Marie Biada, la question de fond est sur les droits d'assises, les secteurs retenus pour l'augmentation. Je commence par le recouvrement des impôts, tel qu'évoqué par Javier. L'État a déjà fait un petit travail là-dessus. En début de chaque année, le ministre des Finances signe un arrêté qui désigne l'ensemble des agents économiques dédiés à la rétention des impôts à la source. Quand moi je gagne par exemple un marché, je prends l'exemple bon de commande, je dois payer la TVA et la compte d'IS. Comme je suis un consultant, c'est 5,5%. Qu'est-ce que l'État fait? L'État dit donc, partout je vais exécuter cette prestation-là. Si c'est auprès d'une entreprise qui est habilitée à retenir l'impôt à la source, elle retient donc cette TVA de 19,25% et la compte d'IS de 5,5% pour le consultant. Elle me délivre en retour maintenant l'attestation des impôts et taxes retenus à la source.
Si par contre je le fais avec une administration publique, par exemple, ça va se passer autrement. Elle va me délivrer ce qu'on appelle le bulletin d'émission. Le bulletin d'émission, c'est un document qui recasse l'ensemble des impôts, droits et taxes rattachés à une commande publique. Quand je le fais comme ça, l'argent reste directement sur le donneur d'ordre. Vous voyez, ça reste à la source. Donc l'État a résolu ce problème-là en désignant en début de chaque année une liste de personnes habilitées à retenir. Donc c'est des gens qui collectent gratuitement de l'argent pour l'État. J'en viens à cette histoire de droit d'assises. En théorie, les droits d'assises généralement servaient à dissuader la population à être portée vers des produits de luxe, des produits qui étaient importés alors qu'il y avait des produits de remplacement en interne. Là, je parle de la théorie. Et l'État s'est donc rendu compte que, bon, en appliquant, parce que quand vous appliquez les droits d'assises, ça vient en sus, en plus des droits de douane. Ce qui fait que vous avez renchéri le coût de ce produit au franchissement du cordon douanier. Et quand le monsieur arrive maintenant, si vous le proposez à la vente, forcément, il est obligé de fixer un prix assez élevé qui va donc dissuader certains consommateurs et qui vont se retourner bien évidemment vers des produits de substitution que nous produisons localement. Donc le gros du problème avec nous maintenant, c'est que nous frappons dans certains de ces produits de droits d'assises, mais la production locale ne suit pas. Merci. Comme la production locale ne suit pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront obligés de se retourner toujours vers ce même produit. Et je dois l'indiquer également qu'à un moment, pour ne rester que sur les droits d'assises, l'État parfois utilise ça de façon enfin sans discernement. Parce que je prends l'exemple. Non, sans discernement. Sans discernement. J'ai un cas sous la main. Qu'est-ce qu'il y a de plus anormal de consommer, par exemple, des jus de fruits? Ça ne saoule pas, puisque Hervé en parlait. Alors, oui, mais ça peut donner le diabète. Non, et là, c'est pour le cas des boissons gazeuses. Dans le domaine maintenant, on a résolu le problème avec ce qu'on appelle le DRSA, boissons rafraîchissantes sans alcool. Et l'État, malheureusement, est donc allé sur ces concentrés, parce que si vous buvez, par exemple, une DRSA, Hervé, c'est à base de concentré de fruits. Donc on n'a pas ajouté les additifs, ni le colorant. Dans les boissons gazeuses, par contre, c'est le contraire, c'est par base des concentrés. L'État est donc allé dessus et a frappé ça de droit d'assises. Donc je plaide pour la cause de ces boîtes que je fréquente au quotidien. Non, tu es de celle non, pas du tout. Je dis, on parle uniquement des jus, c'est les jus de fruits, pour parler simplement et nous faire entendre au quartier. Donc on n'a pas appliqué le droit d'assises dessus. Ce qui fait que le monsieur qui avait une petite brique qui coûtait 800 francs, ayant donc subi ces droits d'assises-là, dans un premier temps, a fait passer ça à 900, puis 1200, 1300, il a dû abandonner. Il a dû abandonner. Donc, l'État peut lever, ne doit pas appliquer dans ces droits d'assises de façon sans discernement, voilà, de façon aveugle. Donc, il faut que cela soit vraiment dans des secteurs qui, dans une moindre mesure, peuvent provoquer également des problèmes à la santé publique. Je prends le cas de la friperie. Oui, moi, je suis pour que la friperie rentre ici, mais que tout type de friperie rentre ici, moi, je suis totalement pas d'accord. De vieilles chaussures dont le talon fait 45 degrés avec l'horizontale. Tout ce qui est chinois n'est pas mauvais. Non, la Chine fait du véritable marketing. Pour celui qui a l'annulaire, on fait sa barbe à la dimension de son doigt. Celui qui a le pied de Michael Jordan, on fait ses chaussures à sa dimension. Les populations ne se déplacent pas en Chine avec les avions américains, avec des avions chinois. Non, la Chine, c'est l'usine du monde. La Chine fait de très bonnes choses. Pour rester toujours sur la Chine et le Cameroun, pas seulement le Cameroun, l'Afrique, 60% du stock de la dette des pays africains pour ces derniers temps-ci sont détenus par la Chine. Non, mais prenons les voitures de transport en commun. Je ne veux pas citer les noms. La plupart de ces voitures qui viennent de certaines régions ont devrait les frapper des droits les plus élevés, d'abord parce que ces voitures sont polluantes. Elles ne répondent plus aux normes qu'il y a en Europe. Bon, on continue à vendre au Cameroun, par exemple, des groupes électrogènes qui font du bruit, alors que c'est obligatoire que ce soit sonorisé maintenant en Europe. On vend tout ce qui n'est plus vendable ailleurs, dont la mutation écologique, par exemple, on ne l'intègre pas dans la fiscalité. Bon, si augmenter le droit d'assises sur certains de ces produits, c'est pour préparer les gens à la mutation écologique, à la transition écologique, moi je soutiens ce budget. Je trouve d'ailleurs que l'État devrait communiquer et expliquer pourquoi il augmente votre temps de parole. Je suis d'accord avec ce que vient de dire, qu'il y a un manque de cohérence. Je reviens encore sur la profession comptable. En 2008, on a supprimé la certification de la DSF.
c'était un élément qui tendait à faire dire la vérité aux déclarations fiscales des entreprises. L'État l'a supprimé. Maintenant, n'importe qui peut remplir son bidule, il envoie. Et les centres de gestion agréés? Ça n'a jamais marché. Non, il y en a trois, ça marche. Comment tu travailles dans mon profession? Non, mais le centre de gestion agréé, ma profession est... Vous n'êtes quand même un centre de gestion agréé, je vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à cela, il y avait une source de revenus là. Et l'État, depuis qu'il a botté cette affaire en touche, l'année dernière, il a introduit de manière très confuse un petit papier qui semblait dire dans le livre des procédures fiscales que dans les contrôles fiscaux, les contrôleurs pouvaient demander aux chefs d'entreprise soumis au commissaire au compte de présenter le rapport du commissaire au compte. Ah, ça c'est une nouveauté au Cameroun. C'était on attend ce que ça va donner. Mais on n'a pas vu d'écho sur cette affaire-là toute cette année. J'espère que l'année prochaine, on va revenir dessus. Mais ce sont des mesures de ce type tendant à sécuriser l'assiette fiscale. Or, dans ce qu'on dit là depuis 20 ans, qu'on tente d'agrandir, d'élargir l'assiette fiscale, on voit qu'une année on fait ça, l'année d'après on enlève, ainsi de suite, donc on ne sait pas où on va. Je peux vous donner un secret en France. Si vous avez un comptable, un expert comptable, ou un document certifié, vous avez toutes les chances de ne pas avoir un redressement fiscal. Et les gens ne le savent pas. Au Cameroun, les entreprises devraient être assistées par les experts comptables. Voilà une source. Parce que les exploiteurs des impôts ont la grande peur de s'affronter quand ils sont en sens unilatéral à un expert comptable et un commissaire au compte. Bon, deuxièmement, toujours dans le sens de l'État est allé taper à des endroits hasardeux alors qu'il y a des niches d'impôts. Il y a des activités ici, partout dans toutes les économies, qui sont des activités en cascade. Par exemple, quand on frappe la friperie, on va frapper qui? Les détaillants ou l'importateur? Tout ce qu'il y a derrière là. Rien. Or, voilà des souches d'impôts. Les détaillants en friperie n'ont pas de magasin. Ils sont sur la rue en Cololou, occupent le trottoir et tout. Donc c'est l'importateur qui doit payer. Non, mais il suffit donc que l'importateur soit contraint à la tenue d'une comptabilité. Voilà. On va retrouver c'est des détaillants. Or, l'OADA, c'est depuis 2000, dit que tous les commerçants sont soumis à la comptabilité. Et on laisse les gars fonctionner. Et qu'ils ont payé les impôts, qu'ils ont payé les droits de douane. Le reste, on ne leur demande plus rien. C'est des contrôles qu'il fallait systématiser pour faire en sorte que l'État la qualité du il se plaît seulement que on est dans l'économie informelle. Mais voici l'économie informelle. Mais ils refusent d'organiser. Moi, je voulais dire ceci, mais on n'a pas évoqué ça. Le problème de la taxe foncière au Cameroun, vous savez, c'est... parce que vraiment, je sais... Tu vas la payer très en fait, ce que moi je veux dire ici, c'est que Hervé ne dit pas ça, alors qu'il doit dire ça. C'est que le gouvernement voit aussi derrière cette histoire de baisser pour les équilibres qui est au niveau de la balance commerciale. Vous savez que moins les choses vont entrer, mieux cette balance qui est notre réel problème, parce qu'aujourd'hui, nous devons sortir de nos problèmes économiques si jamais on arrive à réduire nos importations par rapport aux exportations. Donc, je pense aussi que cela va de soi que
en mettant un peu plus d'impôts sur plus de fiscalité sur ces produits-là, on va un peu atténuer le déséquilibre qu'il y a entre les importations et les exportations. Donc, pour dire quoi? Pour dire après que la taxe foncière, parlons-en. Pourquoi est-ce que une niche comme celle-là, où on est sûr que si on met des gens derrière, forcément on va faire du recouvrement. Donc moi je pense tu parles de la taxe foncière ou la taxe d'habitation? Parce que la taxe foncière peut devenir un combat injuste dans ce pays. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle est déjà une taxe injuste. Oui. Elle est déjà une taxe injuste. Moi je suis propriétaire terrien, mais je n'ai aucun revenu de ces terres-là. Que j'ai hérité de mes parents. Vous voulez me taxer simplement parce que je suis héritier? Non, Hervé. Non, vas-y. En tout cas, c'est un héritier qui... Non. Ce que je veux dire, c'est que l'impôt est bien quand il est juste. Voilà. C'est-à-dire que vous allez au quartier. Ouais, l'immeuble, le reste, il paye les impôts. Il paye. Et puis le Camerounais, lui, met tout ça en même temps. Il ne sait pas. Il sait que quand tu as un immeuble, est-ce que tu payes? Tu as le terrain, bon, lui, tant qu'il ne s'est pas valorisé, il ne pense pas que, mais tout ce qui est valorisé, pour le Camerounais lambda, il doit payer. Et tout le monde pense que les gens ne payent pas. Et beaucoup de gens pensent que si jamais on faisait payer à tout le monde, non seulement ça donnerait une visibilité au fisc de tous ceux qui sont propriétaires. On n'est pas contre les propriétaires, mais que ceux qui sont plus propriétaires payent aussi plus. Alors c'est très facile d'aller dire que la friperie, et d'ailleurs avant de parler de l'arrêt de l'augmentation, on a prévu quoi comme industrie pour venir remplacer la friperie. On va au quartier Congo, tu vas voir d'excellents tailleurs. Voici une chemise du quartier Congo, voici un costume du Cameroun. Et je crois qu'il ne faut pas dire que la friperie vient remplacer parce qu'on n'a pas de tailleurs. Il faut donc que ces tailleurs, voici un costume du Cameroun. Que ces tailleurs soient accompagnés. Vous êtes d'accord avec moi? Mon tailleur s'appelle Samy. Oui. Qu'ils soient accompagnés. Vous avez la facture. Qu'ils soient accompagnés et qu'ils soient structurés. Parce que souvent, ces gens-là aussi te font des trucs à 100, 200 000, oui, mais ils ne paient rien. Ils ne paient rien. Bon, il y a un principe dans certains pays que nous connaissons, la dénonciation est légale, en matière fiscale. On est d'accord là-dessus. En France, la plupart. D'ailleurs, vous avez vu, le patron d'une très grande entreprise mondiale est tombé parce que simplement sur la base d'une dénonciation. Si maintenant M. Martin Oumbazi il a raison, ça c'est le docteur Biala, de Renault, Nissan, Mitsubishi. Et si maintenant Martin Oumbazi il a raison, il y a des gens qui narguent l'état de droit en pleine ville. Et souvent, ces immeubles ne sont que des blanchisseries. Vous savez que tous ces immeubles ne sont pas occupés. Il faut même qu'il y ait une taxe pour d'une occupation d'immeuble. Alors qu'on dit tous les jours, partout qu'on a un problème de logement social au Cameroun, vous avez des immeubles ici qui sont vides. Et personne ne veut nous dire qui est le propriétaire. Donc je crois qu'on peut améliorer le recouvrement de l'impôt dans notre pays. C'est vrai, il faut la volonté politique. Mais reconnaissez que le nouveau ministre des Finances s'est engagé dans cette voie avec beaucoup de courage. Alors, au regard de ces observations, est-ce que le taux de croissance de 4,4%, qui est l'objectif, sera dépassé sur le dollar, mais il ne faut pas le coup avec le baril de pétrole. c'est votre point de vue? Je ne fais pas de guide parfait sans l'air, mais je vous dis que c'est quelque chose. Votre point de vue. J'observe que vous y avez bien. Je crois que on jouera comme d'habitude. Avec la CAM. Avec nos statistiques. Tu veux dire qu'on a des chiffres qui sont truqués? Non, je ne peux pas te laisser dire une chose pareille. Laissez-le terminer, vous allez C'est les plus grandes émissions de ce pays, tu as dit que le tête propriétaire. Laissez-le Produit par ce terminer. pays. N'importe quel rapport produit par ce pays, suis-le sur 3 ans et fais les comparaisons et tu vas voir que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Non, on n'atteint pas les objectifs. Non, c'est pas qu'on a n'atteint pas. On dit que cette année, on a fait 100. L'année prochaine, on a fait 102. Et quand ça va sortir, la 3e année, les chiffres qu'on avait donnés à la première année ici seront modifiés. Et tu as certifié les documents combien? Le problème n'est pas de certifier, puisque c'est la chambre des comptes. Moi, je crois qu'avec l'éruption de la décentralisation, il y a des situations plus graves. Les communes qui sont là tout à fait. font
de faux bilans. Un bilan. Et le Compte administratif. Le principe comptable, c'est que la clôture est l'ouverture. Absolument. Et quand tu regardes les comptes communs, c'est pas égal. Ouais. Alors, comment tu vas te fier sur ces comptabilités-là pour bâtir des choses? C'est dire que les statistiques que nous avons, en fonction de l'interlocuteur, en fonction des objectifs recherchés par le pouvoir, changent. Et de ce point de vue-là, notre taux de croissance ne signifie absolument rien. Non, moi je pense que monsieur... Je prends un exemple qui est dans le budget actuel. La production pétrolière est censée diminuer en 2019. C'est un... Le prix, on les connaît, fluctuant, mais tendance baisse. Ouais, Mais les recettes attendues sont plus élevées. Non, eux, ils l'ont prévu à 63 $. Oui, mais disons que les recettes attendues sont plus élevées que l'année dernière. C'est dit, quand tu analyses comme ça, tu vois que manifestement, c'est de l'embrouille. Non, pas du tout. Pas du tout. D'abord, je voulais dire juste une parenthèse. D'accord. Le gouvernement a ouvert une piste tout à l'heure, je crois qu'il peut nous rendre optimistes. C'est-à-dire, le fait qu'on ne peut plus cacher certains acteurs économiques, comme on était par exemple les collectivités territoriales, va certainement modifier plusieurs choses dans le rapport avec le prélèvement obligatoire. Parce que il n'y a pas que l'impôt, il y a une forme de prélèvement. Il va falloir donc que des experts nettoient, mettent un peu de l'ordre dans tout ça, parce que sinon ça va être cafarnaum, ça risque d'être ingérable. Et pour cela, tous ceux qui veulent la décentralisation, qui disent à leurs collectivités territoriales de se préparer à la rigueur de gouvernance et de présentation des résultats, parce qu'effectivement, quand une collectivité territoriale vote son compte administratif hors délai légal, on est là dans un processus de faux bilan. On est dans et il faut qu'on impose que les experts comptables, ou surtout les commissaires au compte certifient ces comptes. Enfin, en réalité, je peux essayer de comprendre mon grand frère expert comptable, dans la mesure où vous allez constater quand même, c'est quelque chose que le docteur me dira aussi. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question pourquoi est-ce que sous d'autres cieux, lorsque vous atteignez 3% de croissance, l'économie vous, 1%, hein? Donc est-ce que quand je dis les bases, les hypothèses de base, hein, sont-elles assez recherchées, assez profondes? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a vraiment creusé? Parce que quand on a 4% de croissance, mais c'est pratiquement le plein emploi, sous d'autres cieux. Donc aujourd'hui, quelque chose pourrait me faire penser que les chiffres que nous donnons là, parce que quand la France a 1% et demi, non, attends, 2 secondes. Pour dire quoi? Vraiment sérieusement, c'est un problème sérieux. En Côte d'Ivoire, ils sont à 7 ou plus de 6 et tout ça. Mais ils viennent d'où? Attendez, est-ce que c'est pour autant que... Ils ont fait 11 ans de guerre. Est-ce que c'est pour autant que cela crée de l'emploi? Donc, je veux dire ceci. La croissance, le chiffre de la croissance ne peut être significatif que si et seulement si il crée de l'emploi. Donc, le chiffre... L'un des axes retenus tout à l'heure. Merci. Ça veut dire que tant que les enfants n'ont pas de travail, tant que nous n'avons pas encore un taux de chômage acceptable, le taux de croissance en réalité ne veut absolument rien dire. Puisque nous voyons que à 4%, quand on est arrivé à 5%, ça fait quoi? C'est l'État qui est obligé, par courage politique, de dire que je mets 2000 emplois. Mais attends, laisse-moi finir. Ce n'est pas à l'État de créer de l'emploi. Non, on est d'accord. Donc aujourd'hui, nous avons l'impression que l'impulsion que donne l'État n'arrive même pas à absorber le niveau de chômage qui existe dans notre pays, et que désormais, il faut que l'on fasse des efforts pour que le privé, l'entreprise privée,
créer de l'emploi, c'est pas l'État de créer l'emploi. Et donc, je suis persuadé que si nous continuons sur ce modèle-ci, le modèle qui n'industrialise pas, maintenant, pas des choses compliquées, des choses simples qui créent de la croissance endogène, il nous sera très difficile d'atteindre les 4% de croissance. Bon, Martin, d'abord, le taux de croissance, même s'il était de 1% et qui peut être fait bouger les choses, ça dépend du périmètre économique de chaque nation. Vous avez le volume d'activité qui fait que dans des économies très avancées, 0,05%, ça peut bouger, ça peut créer 100 000 emplois, 200, ça dépend de la superficie de l'économie. Donc il faut faire des analyses comme ça. Non, mais de façon générale, l'économie, il n'y a pas une économie made in Cameroun, une économie made in... L'économie en général a un objectif. L'objectif d'une politique économique, c'est pour moi créer des emplois. Parce que quand l'emploi est créé... Une politique économique, c'est créer de la richesse, c'est pas l'emploi. La richesse est créée par quoi? Non, par quoi? Non, s'il te plaît. Je peux aller jusqu'au bout. Vas-y. Il y a des études, peut-être que le docteur Mouada peut nous éclairer là-dessus. Moi, la solution qui consiste à faire grandir l'administration, je pense que ce sont des solutions de court terme. Parce que si vous regardez, par exemple, les opérations, on a recruté 25 000 personnes, ces personnes ne sont même plus dans le circuit de l'administration. En 2010. En 2010. Voilà. Donc, attention, Martin, avec le fait que tu réduis tous les indicateurs du bien-être ou bien du dynamisme d'une économie sur le niveau d'activité ou l'occupation de gens. D'abord, il faudra qu'on définisse ce que c'est comme le chômage. Parce qu'il n'existe pas une économie de 100% de plein emploi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, même aux États-Unis. Il y a des gens qui ne veulent pas travailler, des gens qui ne veulent pas être salariés. Il y a des gens, moi je connais des gens ici parce que je fréquente le régiment, c'est cette jeunesse et certains quartiers. Aller au marché Congo ou à Makéa, il y a des gars qui te disent, moi j'ai aucunement envie d'avoir un chef, même pour 100 000. Et ce gars des revenus, là on revient encore sur cette population invisible, mais qui a des demandes. Or, lorsque l'État prend une décision d'infrastructure, une route, un hôpital, elle est obligée d'intégrer tout ce monde. Des gens qui ont des revenus, mais qui n'existent pas en tant qu'acteurs économiques qui ne payent pas d'impôts. Et je ne peux pas sortir de mission sans dire une autre chose. Payer l'impôt aussi est un acte citoyen. Un devoir. Un devoir citoyen. Il y a plein de gens. Le coût de l'impôt, c'est un peu comme le coût des élections. Il y a des gens qui aboient toute la journée, qui veulent que l'État leur donne tout. Ils ne payent pas un copec d'impôt. C'est un peu comme les gens qui disent nous, on veut remplacer le RDPC. Ils ne sont pas inscrits sur le liste électorale. Donc il faut qu'il y ait une communication pour que les Camerounais sachent que un des actes, pour moi, il est bon. Tout le monde paye l'impôt à partir du moment où la TVA est invisible. Quand vous payez une baguette, vous payez l'impôt. Mais l'impôt sur les personnes physiques, le revenu des personnes physiques et tout ça, des entreprises comme notre ami qui vient de faire la démonstration, il y a des Camerounais qui pratiquent ce sport, ils ne payent pas l'impôt, il faut qu'ils payent. Alors essayons de voir un peu aussi la consommation de ce budget avec le service de la dette, estimé à 1057 milliards. On a évoqué la question du chômage jeune qu'il faut résoudre. Il y a les projets structurants. Et puis il y a quand même la situation d'instabilité qui, dans les régions du nord et du sud-ouest, mobilise beaucoup de capitaux. Il y a beaucoup à rendre, mais pas totalement. Absolument. Oui, avant que je n'aborde cela, je donne un bon point au pouvoir public. C'était toujours sur votre antenne que j'ai eu à dire que pendant que le chef de l'État et son gouvernement se battent à augmenter le pouvoir de l'État, l'opérateur historique du secteur de l'énergie électrique a eu à prendre une mesure qui allait dans le sens de la mettre à compte courant, dans le sens de rapporter cette mesure-là. C'était quoi? Généralement, lorsque vous, pour ceux qui payent l'énergie, parce qu'il y en a qui sont branchés, dit-on, sur son lot. Je vois que tu reviens de temps en temps dans le quartier. Alors, généralement, sur votre facture, l'État avait fini par mener une petite étude et s'était rendu compte que à peu près plus de 70% des populations pauvres, leur niveau de consommation, c'était 110 kWh. L'État a donc dit,
on va appeler ça la tranche sociale. Sur cette tranche-là, vous ne payez pas la TVA. Donc ça veut dire quoi? Si vous avez une consommation de 120 kWh pour ce mois-là, on va enlever 110 et vous allez payer à 50 francs. Et sur le reste, maintenant, vous payez à 79 francs. Malheureusement, il y a à peu près 6 mois, cette mesure a été battue en brèche et l'opérateur historique continue à facturer. Vous consommez même 10 seulement, vous payez à 79 francs. Dans la nouvelle loi de finances, j'ai appris que la tranche sociale est revenue, mais non plus à 110, mais à 220, ça a été devenu. Donc, si cela est appliqué... Il y a une bonne nouvelle dans cette loi, c'est volontariste. Ça fait, donc, je ne pouvais pas passer ça sous cap. C'est une bonne info que nous apportez. Il faut faire attention. Parce que ce qu'on appelle la tranche sociale, à la manière dont la facturation des NEO est faite, c'est comme l'impôt. C'est-à-dire que ça bénéficie à tout le monde. C'est pas seulement... C'est une prime à la consommation. Si vous consommez 500, la première tranche là... non, c'est pas comme ça. Non, c'est une facturation par palier. C'est cette facturation-là qu'il faut changer. C'est une facturation. Non. C'est-à-dire que si on veut être efficace et aider il faut changer la manière de facturer. Non, là, vous êtes en train de demander la justice en matière de facturation, mais l'État applique plutôt l'équité en matière de facturation. C'est-à-dire, vous avez la grande taille pour regarder essentiel. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on donne au plus petit, on donne au plus grand. Parce que tu sais qu'il y a des boulangeries qui sont installées dans le cases d'habitation. Il y a des boulangeries à Bonamoussa dit dans le cases d'habitation. Il y a les bars avec des décibels incroyables dans le cases d'habitation. Ces gens-là ont une activité industrielle et commerciale qui ne relève plus de la justice sociale, du simple citoyen. Je crois qu'il faut trouver, comme le Koulou le dit tout à l'heure, nous disait, un moyen de faire en sorte que quand on veut étudier la pauvreté, on sait où trouver les pauvres. On les trouve en commun. Alors merci. Je commence donc par le service de la dette. Oui, le service de la dette, c'est évident que... 1057 milliards. Oui, n'oubliez pas que le Cameroun a conclu en juin 2017 un programme avec le Fonds monétaire international dans le cadre de ce qu'on appelait la facilité élargie du crédit qui nous a permis de mettre à disposition 412 milliards, mais débloquables en 3 tranches. Donc première tranche en 2017, deuxième tranche en 2018 et puis dernière tranche maintenant pour 2019, mais sous, comme à l'habitude, c'est comme ça que ces donneurs d'ordre internationaux font, sous des conditionnalités. Vous allez voir maintenant qu'ils ont engagé un projet qu'on appelle le CUT, compte unique du Trésor. Compte unique du Trésor, c'est quoi? Tout ce qui est État ou démembrement du Trésor. Tout ce qui est État ou démembrement de l'État. Non, en dehors des entreprises. Non, je donne la précision. En dehors des entreprises publiques. En dehors des entreprises publiques, tout ce qui est donc État ou démembrement de l'État. Bon, là, si j'étais resté universitaire, puis j'aurais rapidement raconté ça comme ça, en disant tout maintenant centralisé au niveau du Trésor, mais dans la pratique, ça devient extrêmement difficile. Si vous êtes heureusement, et c'est la raison pour laquelle ils ont écarté les entreprises. Et Hervé parlait tout à l'heure des collectivités territoriales décentralisées qui devraient avoir leurs états certifiés par M. Non. Des collectivités, elles là-bas, pratiquent la comptabilité publique qui n'est pas exactement comme la comptabilité au radar. Vous voyez, lui, il intervient quand vous parlez de la comptabilité au radar, alors que quand c'est les collectivités territoriales décentralisées, le patron là-bas, le directeur financier, entre guillemets, c'est l'agent comptable. L'agent comptable, lui, il est nommé par la direction, c'est un agent qui vous vient de la direction générale du Trésor, de la coopération monétaire internationale. À côté, vous pouvez avoir également le contrôleur financier qui lui vient de la direction générale du budget. Et enfin, vous pouvez avoir aussi, toujours dans la même structure, le comptable matière, le comptable matière qui vient de la direction de la direction de la comptabilité matière et de la normalisation. Donc tout ce personnel-là vient du ministère des Finances. Et vous voyez très bien qu'à la fin de l'exercice, leurs états sont transmis auprès de la Chambre de compte de la Cour suprême. Oui, ça ne marchera pas, docteur. Pour la seule raison que les collectivités territoriales vont solliciter des crédits auprès des établissements, il faut qu'il y ait un rythme de ces collectivités territoriales. Et tout le monde sait
que la norme administrative n'est pas la meilleure façon de présenter un dossier pour obtenir des crédits. Non, vu sous ce prisme-là, je ne suis pas, je ne suis pas contre. Non, je ne suis pas contre. Parce qu'en fait, même les collectivités territoriales sont autorisées à émettre des emprunts publics par appel, par exemple. Même au-delà de ça, vous savez que depuis le régime financier de 2008, il y a une obligation de passer à la comptabilité d'engagement. Et ça fait une différence entre la comptabilité publique là, ce que les gens s'accrochent dessus. Oui, ça fait Depuis 2001, on dit que la comptabilité d'engagement, donc il faut faire une comptabilité pour les résultats financiers. J'en viens à... Tout terminé. Oui, j'en viens à ce qu'on a parlé tout à l'heure, ce qu'on a dit tout à l'heure, le stock de la dette. Oui, c'est évident que... Et là, vous avez parlé... est-ce que vous avez intégré là-dedans la dette intérieure? Parce que c'est deux composants. Il y a la dette intérieure et le stock de la dette extérieure. Et vous voyez très bien qu'en payant le stock de la dette intérieure, ça va développer davantage la PME. Combien de PME sont décédées du fait de certains comportements qui prennent à rebours certaines instructions? La dette fictive aussi, dans la dette. Non, en dehors de ça, je prends un exemple. Lorsqu'on vous parle par exemple du plan triennal d'urgence, c'était 497 projets pour 925 milliards et on a à peu près 89% de PME qui ont été adjudicataires de ces marchés-là. Le reste des marchés maintenant sont passés entre les mains des multinationales, motif pris de ce que nos PME n'ont pas une surface financière suffisante. Pas seulement la surface financière, il y a la surface technologique également. Lorsque vous voulez, on vous donne la possibilité de reprofiler une route dans le quartier et puis d'y mettre du pavé sur à peu près 8 km. Il vous faut un certain nombre d'engins de BTP, les nivelleuses, les compacteurs. Derrière ça maintenant, il faut des ingénieurs qui vont sur également. Or, la PME, elle a quoi? Elle vient parfois uniquement avec des contrats où quelqu'un s'est engagé à lui louer cet argent-là. Donc, résultat des courses, les PME qui ont gagné certains de ces marchés-là, à date, n'ont pas exécuté ces marchés-là parce que quoi? Généralement, en la matière, pour les marchés de travaux, vous exécutez jusqu'à un certain seuil, donc taux d'exécution 30%, on vous paye un acompte. Taux d'exécution 20% supplémentaire, on paye. Or, si vous vous battez déjà à exécuter jusqu'à 50%, le premier acompte ne vous a pas été payé, ni le deuxième, il est de fortes chances que vous parveniez à aller jusqu'au bout du projet. Les populations au quartier, on leur fait passer dans la tête que vous avez perçu de l'argent et vous avez disparu. Et vous voyez très bien que... C'est parfois vrai. Oui, donc je comprends pour dire que non, le stock de la dette intérieure, il faudrait que l'État mette également. Le ministre des Finances, pour le féliciter, cette année, il avait déjà eu à faire quelque chose à l'endroit des PME. On ne peut pas dire que c'est on ne peut pas dire que c'était beaucoup, mais comme merci en argument, donc nous ayons des ministres à faire, oui, à faire davantage d'efforts pour accorder un quantum de financement au règlement de la dette intérieure des PME. Non, c'est vrai que je vais certainement me dire que la FMI, la Banque mondiale, nous ont dit qu'on n'est pas jusqu'à 70%. Bon. C'est la norme aussi. J'ai dit donc, moi je suis un bon père de famille. Et je préfère qu'on dépense de façon minutieuse et puis que ça ne soit pas quelque chose qui monte. Vous savez très bien, chaque fois qu'on emprunte aujourd'hui, c'est nos petits-enfants qui vont rembourser. Donc moi, je pense que c'est sûrement que si l'économie va mieux, il est de bon ton que cet endettement baisse. Et je suis d'avis avec le docteur Bernard que tant qu'on n'a pas soutenu ces milliards-là, des PME, l'économie ne peut pas repartir. Je vous ai dit que sur les 28 000 entreprises, ou un peu plus, il y a plus de 70% qui viennent des PME. Les grandes entreprises, c'est même pas 5%. Donc le problème de l'endettement aujourd'hui, c'est qu'il faut le contenir. En tant qu'expert en question de PME, entre autres, un recensement de l'INS a apporté le chiffre à 106 000. À 106 000. 106 000 entreprises, oui, 106 000 entreprises, parmi lesquelles à peu près 99% de PME. Donc, ne parlez plus de 28 000, allez autour de 48 000. Donc c'est pour vous dire que le travail en lui-même n'a pas commencé. C'est-à-dire que
nous savons très bien qu'aujourd'hui, pour qu'on redémarre, il faut absolument qu'on désintéresse la PME et la PMI. Vous savez très bien qu'il y a eu la banque qui n'a pas pu jouer ce rôle, peut-être parce qu'il y a eu des sous-capitalisations. Oui, c'est parce que l'esprit de cette banque, c'était un service administratif. Vous ne pouvez pas venir les marchés de l'administration dans le monde confidentiel. Donc en réalité, personne ne peut accepter que notre dette continue à croître. Il faut que si jamais on a un peu de croissance, qu'on se limite et qu'on n'emprunte pas. Parce que tant qu'on emprunte trop, c'est les générations futures qu'on va... Il y a une façon chrétienne, surtout pour la confession de Martin, qui consiste à penser que la dette est une maladie honteuse. C'est pas vrai. Mais la dette est un instrument. Moi, je suis allemand. Hein. Non, je suis allemand. Non, attends. La dette est un instrument de gestion de finances publiques, mais pourvu que ça soit bien géré. Et je pense que là, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas parce qu'il y aura un volume de dette qui monte, parce qu'il est encore acceptable selon les normes, mais l'État doit être un co-contractant sérieux. De la même manière, il ne donne pas de crédit d'impôt sur 5 ans aux gens. Il faut que lorsqu'il est partenaire dans une affaire, qu'il paye. Parce que l'argent qu'il paye va augmenter ses recettes fiscales, l'argent qu'il paye va créer de la consommation, l'argent qu'il paye va créer de l'investissement. Donc je pense que de ce point de vue, en tout cas en ce qui concerne Lupo Moutazé, il en a fait sa révision. Il faut qu'il donne cet argent, d'abord parce qu'il le doit, mais puis parce que cet argent va revenir un peu plus encore dans les finances publiques. Alors je pense qu'aujourd'hui, la situation des PME est une question essentielle parce que je suis d'accord avec Martin, ce sont les PME qui créent l'emploi plus que les grandes entreprises. Mais encore une fois, là du coup, mon Dieu va avoir raison. Il faut définir ce que c'est qu'une PME. Il y a plusieurs PME qui sont dans le maquis avec les sables Banjok et qui ne payent pas d'impôts. Alors il y a des gens qui vendent les marchés, ils prennent les marchés, on ne sait pas comment ils font, pour les sous-traiter à d'autres personnes, ça devient un problème. Voilà. Moi j'ai dit le volume de notre dette a explosé depuis 3 ans. Il a explosé sous la pression des décisions hasardeuses du pouvoir. Décidément. C'est ton heure de meeting. Tu as le meeting politique. Et dans cette décision-là, on n'a pas pensé comment on va rembourser cette affaire. Du coup, et si tu n'es pas en contradiction, comment tu expliques que l'emprunt obligatoire a eu un tel succès si nous sommes un mauvais débiteur? Tu es dans la contradiction? Mais non. On n'aurait pas recouru à l'emprunt obligataire si on avait la possibilité d'aller dans ce qu'on appelle les emprunts concessionnels. Ça, c'est ton point. C'est que nous avons grillé nos plafonds d'emprunt concessionnel, nous empruntons donc mal. Non, arrête. Nous empruntons donc mal. Quand un État emprunte comme nous sommes en train d'emprunter là, il emprunte mal. Mais on a remboursé, hein? Oui. Il y a eu des émissions qui ont été bien remboursées. Oui. 2010, 2015, on a déjà emprunté 5 fois. J'ai dit, 2010. On rembourse, mais ça creuse très profondément nos finances publiques. Et quand on voit dans un budget, comme on voit là, 1050 milliards, le service de la dette, c'est de l'argent qu'on aurait pu utiliser pour faire de gros investissements. Non, mais l'argent qu'on a pris, on a fait beaucoup de choses. Non, laisse tomber. La mauvaise foi n'est pas une base d'évolution de situation. C'est pas une affaire de mauvaise foi. On a fait quoi avec cet argent? Toi, tu es un banquier. Oui. Quand quelqu'un vient emprunter chez toi, ce que tu lui demandes, c'est comment tu vas rembourser. Oui. Dans notre cas de figure. Et la garantie. Hein? Non, mais l'État a une très bonne signature. Non, mais la signature.
la signature, elle est très bonne, mais malheureusement, elle empêche l'État, après donc, d'avoir des positionnements clairs par rapport aux recettes qu'il a à un moment donné, pour dire je peux profiter de telle occasion, je peux faire ceci. Parce qu'il est tellement engagé qu'il faut qu'il rembourse. Et par rapport à tous ces conseillers, FMI, Union Européenne, il s'était l'État le plus endetté du monde. Il s'était engagé. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Oh, j'ai dit depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il a ses emprunts ont explosé. Non. Et nous arrivons à une situation où on n'a plus la maîtrise réelle de nos finances publiques. Quand tu as un quart de ton argent qui part à payer les dettes, tu ne gères plus. Je suis désolé. Du coup, quel est l'État le plus endetté au monde? Parce que là, il faut faire quand même le coup du choix pour tout le monde. Parce que vous allez très vite, comme si le Cameroun était un très mauvais client, et pourtant il réussit dans toutes ses opérations financières. La dernière émission, au lieu de 150 milliards, c'est passé à 200. Donc, l'État le plus endetté au monde, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et c'est la première puissance économique. Le débat que tu es en train d'introduire a un intérêt, c'est la maîtrise de la dépense et la qualité de la dépense publique. Et je crois qu'on est en plein dans ce débat. On n'a pas fait l'économie de ce débat. Mais quand tu viens prendre les chiffres qui donnent le tourniquet en disant le Cameroun a un service de la dette de 1300, 1400 milliards, c'est pour faire un buzz. C'est pour faire un buzz inutile. 90% du budget d'investissement. Oui, non, c'est pour faire un buzz inutile. Question de sortie, peut-être optimiste par rapport à ce budget-là. 2019, et tout à l'heure j'ai rappelé les enjeux, au-delà des enjeux purement économiques, il y a des enjeux sécuritaires qui peuvent mettre mal même les recettes, qui alourdissent les dépenses. Est-ce que on peut donc pour 2019, avec cette augmentation d'impôts, on va certainement voir moins de bière, donc est-ce qu'on peut être optimiste? Est-ce qu'on peut être optimiste? C'est la question de sortie d'émission. Bon, notre optimisme sera subordonné au fait que les gens fassent beaucoup plus montre de patriotisme, parce qu'en fait, pour réaliser les performances qui sont attendues de nous là, ce n'est pas une affaire d'ange. Les anges ne viendront pas du ciel pour le faire. C'est à nous de changer nos comportements, de ne plus faire exactement ce que nous faisons. C'est un travail. Oui, je prends un exemple très simple. Je trouve que l'État, au plus tôt au mois de février, va signer le décret qui habilite le ministre des Finances à émettre les titres publics pour mobiliser ces financements-là. Mais on va traîner pour attendre pratiquement au mois de novembre pour lever cet argent-là. Or, cet argent devait être mis au service d'un projet dont le calendrier de mise en œuvre courait depuis le 1er janvier. Quand vous levez dans ce mois de novembre ou en décembre, là, vous allez donc, alors qu'on a déjà clos les engagements, vous allez donc l'utiliser comment? Donc de mon point de vue, il faudrait que les gens impriment un peu plus de célérité, chacun son poste de service, mais derrière c'est également beaucoup plus de patriotisme. Le patriotisme, ça veut dire quoi? J'ai un petit ouvrage en chantier qui s'appelle « Quand le commissionnaire devient le propriétaire ». Monsieur Ida Tongo, j'ai gagné un marché de 10 millions. C'est de mon point de vue anormal que, parce que vous avez été catalyseur dans ce projet, que je ne vous donne même pas une bière comme on dit au quartier, mais si de là, les choses en viennent telles que vous me dites, bon, sur les 10 millions, vraiment, on ne discute pas. Tu me mets d'abord 4 millions de côté. Mais si je vous donne 4 millions, le montant de la commande, c'était de combien? Mettons de 8 millions. Si je vous donne 4 millions, je ne peux non plus exécuter la commande, d'où certains marchés qui sont totalement abandonnés. Donc, de mon point de vue, pour l'exercice 2019, l'État a beaucoup fait déjà en matière de réglementation, donc pour ce qui est des marchés. Donc, à charge, parce qu'à l'époque, on disait... Les entreprises disaient que leur contre-performance tenait de ce qu'il y avait une grosse douleur au niveau de l'arsenal textuel qu'il fallait respecter pour passer un marché. Maintenant, il y a beaucoup de tests qui sont passés, des lois, la loi de 2017 portant statut des entreprises publiques qui donne la responsabilité maintenant au conseil d'administration de pouvoir mieux gérer les choses, de décider à son niveau pour tout ce qui est marché. Et on va appeler comment? L'ARMP vient a posteriori, l'agence, le ministère des marchés publics vient a posteriori. Donc, mon souhait, qui ne serait peut-être pas lié au budget cette fois-ci, ce serait que le chef de l'État fasse un effort de décrisper l'atmosphère au niveau des entreprises publiques. Parce que j'ai parlé de la loi de 2017 portant statut des entreprises publiques, article 70 alinéa 4. Tous les directeurs généraux et directeurs généraux adjoints dont le mandat est échu
les actes que vous prenez. C'est nul et de nul effet. Merci. Et ce n'est pas fini. Le président du conseil d'administration, le mandat ne peut plus excéder 2 fois votre mandat d'administrateur. Donc ça veut dire que vous êtes là tout au plus pour 6 ans. Et je peux déjà encourager le chef de l'État pour ce qu'il a fait au niveau de l'entreprise de l'eau, parce que le PC avait un mandat qui avait excédé 6 ans. On a mis le PC à la bas. C'est ce que je suis en train de dire. Ce soir. Qu'on fasse rapidement. Oui, voilà, qu'on fasse rapidement, oui, monsieur Libita, qu'on fasse rapidement, pas le nettoyage, mais qu'on redonne de l'énergie, de la vitalité à la tête de ces entreprises publiques. De la loi. Très rapidement. Ben, pour sortir, je voudrais bien être optimiste, mais il faudrait que le pouvoir m'explique comment il va gérer la magnanimité du prince et la transparence. On vient d'avoir une loi extraordinaire sur la transparence dans la gestion des finances publiques. Comment elle va être implémentée si tout ce qu'on fait dépend de la magnanimité du chef de l'État, qui, elle, par essence, n'est pas transparente. Moi, je suis optimiste, mais je crois qu'il y a du travail à faire. Je pense que d'abord, il faut que l'État fasse aimer l'impôt en augmentant la communication avant, pendant et après la perception de l'impôt. Et je pense que de ce point de vue, le ministre des Finances actuel s'est engagé sur la bonne voie. Je crois aussi, comme le docteur Biada, qu'il faut du patriotisme économique. Mais pour qu'il y ait du patriotisme économique, il faut que les gens aient le sentiment que leurs impôts servent à quelque chose. Donc, il y a des institutions que nous devons mettre en place. D'abord, un office d'évaluation des choix budgétaires qui soit postérieur à tout ça, parce que la loi de règlement est devenue une loi confidentielle. Elle est dans le milieu des parlementaires et des experts qui suivent ces questions. Elle n'est pas au niveau de tout le monde. Donc je pense que d'abord, sur le plan sécuritaire, nous sommes sur la bonne voie pour régler ce problème. Et parce que nous allons régler ce problème, il faudra retourner à la production de la croissance et de la valeur ajoutée pour répondre aux questions du chômage des jeunes, aux questions de l'augmentation des richesses. Nous avons un pays, en analyse comparée, nous n'avons pas de raison de reculer parce que nous avons des perspectives qui sont bonnes. Mais tout le monde doit payer l'impôt et il faut que pour payer cet impôt, qu'on mette en place tout ce qu'il faut. Il faut aussi une agence de transparence de la vie publique. Qu'on respecte le mandat d'administrateur, de mandataires sociaux et qu'il y ait moins de conflits d'intérêts, que les mêmes ne décident pas pour que leurs parents gèrent les marchés là où ils sont en charge de leur voisin. Donc voilà, moi je suis optimiste. Enfin, optimiste, nous sommes un grand pays. Bon, cependant, je pense que il y a une certaine vitalité qui est née entre le GICAM, le secteur privé, et le ministre des Finances. Ça, c'était encouragé parce qu'en réalité, ça permet que la personne indiquée qui doit porter les problèmes de l'entreprise privée puisse être entendue et écoutée. Ça, c'est déjà un très grand pas. Ce que je pense, c'est qu'il faudrait à chaque fois que l'on pose un acte public, qu'on pense à la justice. Parce qu'en réalité, elle ne l'a pas évoqué, même ces impôts qu'on collecte, ces collecteurs d'impôts sont-ils vraiment des personnes qui montrent le patriotisme dont parle le Bokar? Nous voulons dire ceci, que le Cameroun cesse d'être un pays où ceux qui sont fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. La moralité publique voudrait que, parce que nous sommes un grand pays, il suffit que l'on règle ces petits problèmes. Nous avons le problème de la sécurité, on espère que ça va bien se passer. Et puis il y a la canne qui doit venir booster, qu'on ne veut pas, la consommation. Il y a tous ces grands travaux qui vont produire de la valeur ajoutée dans les emplois. Donc en réalité, sans les problèmes sécuritaires, je pense que l'année 2019 devait être meilleure que celle de C'est une très bonne année.
Merci d'avoir décrypté cette loi de finances à l'intention de nos téléspectateurs. J'espère que tout le monde sera des citoyens civiques, honnêtes, payer les impôts. C'est de ça que le pays se construit. J'annonce pour jeudi l'invité de l'entretien avec le cardinal émérite Christian Thomy, l'archevêque émérite de Douala, qui va évidemment discuter des sujets d'autres dans le cadre de l'entretien avec dès 22h sur STV. Quant à moi, je vous retrouve, je crois, en fin décembre, tout au long du mois prochain. René Narcisse Moto prendra ma place sur ce plateau et Aurélien Donquin sera avec vous en entretien. Le temps pour moi, évidemment, de prendre quelques jours de vacances. Je pense que j'en ai besoin. Bonsoir et à plus tard.